Les cyberstories racontées par les femmes. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, pour ce deuxième podcast du CEF6, Cercle Femmes Cybersécurité. Créé en 2016 par la docteure en informatique Madame Nassira Salvan, le Cercle des femmes de la cybersécurité est l'association pionnière sur les sujets d'inclusion dans la filière cybersécurité en France. Notre vie ne se résume pas au boulot. Nous avons plusieurs casquettes qui varient en fonction des périodes. Ne nous mettons pas la pression et libérons-nous de cette charge mentale. D'ailleurs, ces femmes que vous allez entendre ne portent pas de sweat à capuche, mais elles travaillent dans la cybersécurité. Nous pouvons tous contribuer à lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité et le leadership des femmes dans la filière cybersécurité en menant des actions concrètes. Ce projet de podcast est une manière pour nous de mettre en avant des profils féminins en mêlant des témoignages de lauréates des trophées CEF6 et des prises de parole d'expertes sur des sujets d'actualité. Ce deuxième podcast a pour objectif de donner la parole à une experte qui a des compétences techniques en cybersécurité. Je suis Manon Dubien, vice-présidente du Cercle des femmes de la cybersécurité, et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Lise Delage, salariée chez notre partenaire Splunk. Bonjour. Bonjour Lise. Alors dis-nous, pourquoi as-tu choisi le domaine de la cybersécurité ? Qu'est-ce qui t'a séduit ? Et qu'est-ce qui, dans ton travail, te donne envie de te lever tous les matins ? Alors, je suis tombée un petit peu dedans par accident. C'est plutôt la cybersécurité qui m'a choisi que l'inverse. J'ai commencé par faire des études d'ingénieur, donc un cursus d'école d'ingénieur. Et après ça, je me suis retrouvée à faire du développement. Et puis en fait, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas parce que je voyais personne. J'étais devant mon ordi toute seule et j'avais très peu de collègues. En plus, j'étais dans une petite start-up, on était 2. C'était très compliqué. Et j'ai vraiment réalisé que moi, j'avais besoin d'interagir avec des personnes et que ça ne me convenait pas. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est le côté humain, malgré tout, sur la partie cyber. Et j'ai changé de société et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une société qui faisait de la cybersécurité. Peux-tu expliquer ton métier actuel, le poste occupé ? Est-ce que tu peux partager avec nous une réussite dont tu es fière ? Oui, bien sûr. Alors, mon métier actuel, c'est avant-vente, ou en anglais, ça dit Sales Engineer, System Engineer, Solution Engineer. Ça a plusieurs variantes. Il faut voir ça un petit peu comme à cheval entre quelqu'un de très technique et quelqu'un de très commercial. On va dire technico-commercial. Alors, personnellement, moi, j'aime pas le terme de technico-commercial, ça fait vendeur de fenêtres. Mais c'est effectivement ça. J'accompagne des commerciaux, donc je suis en binôme avec un commercial, un ou une commerciale. Donc, je les accompagne dans les présentations des solutions pour vendre les produits qu'on propose chez Splunk, en l'occurrence. Donc, vous travaillez en binôme, toi sur la partie démonstration. Exactement. Test. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on se partage les choses. Le commercial va faire une présentation plus de la société. Alors, je caricature un petit peu, mais plus présentation de la société, un petit peu du portfolio en fonction des personnes. Et nous, sur la partie avant-vente, on va présenter plus en détail les solutions qui peuvent répondre aux problématiques du client, pouvoir l'accompagner après sur toutes ces questions techniques, forcément, sur les démonstrations et toute la partie test, etc. En consultant ton profil LinkedIn, j'ai pu voir que tu as obtenu des certifications de personnes. Tu es CISSP depuis 2016. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette qualification ? Ouais. Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta carrière ? Alors, la CISSP est une des certifications très importantes en cybersécurité. Alors, je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, mais ça permet d'éviter d'avoir à justifier ses compétences techniques à un moment donné. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire que quand j'allais voir certains clients, on remettait assez facilement en doute mes compétences techniques, sous prétexte que j'étais une femme. Et le fait d'avoir eu cette certification a coupé court à toute discussion. C'est-à-dire que c'était marqué à l'époque sur ma carte de visite. Et donc, ça a coupé court puisque tout le monde sait à quoi correspond cette certification.
Voilà. Donc c'est vraiment pour ça que je l'avais fait, en plus du fait que ça m'a permis d'apprendre plein de choses et d'être encore plus consciente des problématiques de mes clients. Cette crédibilité a été vraiment ce pourquoi je l'ai fait au départ. D'accord. Oui, c'est vrai que ça semble, la certification CISSP, d'ailleurs, c'est Certified Information System Security Professional. Ben voilà. Tu confirmes. C'est un peu le Graal, j'ai l'impression, sur la partie technique, pour donner du crédit au profil d'expert. Oui, exactement. Y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se prétendent experts quelque part quand on regarde sur LinkedIn ou même ailleurs. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'avoir des certifications, alors celle-là est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a la CEH, c'est Certified Ethical Hacker, qui est aussi très intéressante. Il y a plein de certifications qui permettent justement de valoriser ses compétences techniques quelque part. Et c'est important pour faire la différence, par exemple, entre différents types d'experts ou de profils. Et j'imagine que même devant les clients, ça doit donner un certain cachet au discours. Ouais. Même si maintenant, je pense qu'elle m'est peut-être moins utile de par mon expérience et mon expertise qu'avant. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, en fait, la problématique était une question d'âge et le fait d'être une femme. Une femme de 25-30 ans qui va parler technique à un RSSI d'une 50aine d'années. Ok. Vaut mieux qu'elle soit CISSP. Ça peut avoir certaines discussions qu'on n'a pas envie, quoi. Peux-tu nous faire part des qualités qui t'ont permis de réussir dans ce domaine et les défis que tu as su relever? Alors, ouais, j'en ai eu pas mal. Alors, en termes de qualité, je dirais que le plus important, c'est de ne pas se travestir et croire en ses valeurs et ouais, pas se travestir. Avoir confiance en soi. Alors ça, évidemment, ça s'acquiert avec le temps, mais avoir confiance en soi, c'est important. Et être tenace. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire de cadeaux et il faut vraiment pas lâcher si on croit à ce qu'on veut faire. Il faut vraiment y aller jusqu'au bout. D'accord. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est vraiment des points qui, moi, me semblent importants et qui m'ont aidé, en tout cas, à avancer. Et évidemment, le chemin, il n'est pas facile. Beaucoup de personnes vont remettre en doute les compétences techniques, vont pas croire en nous, croire en moi en l'occurrence. Il faut pas les écouter. En tout cas, le moins possible. C'est pas toujours évident quand on a plusieurs personnes qui vous disent ça. Mais je pense également qu'il faut pas hésiter à se mettre en avant, à se rendre visible, ce qui est pas forcément toujours évident quand on est une femme. C'est pas comme ça qu'on nous a élevés pour la majorité. Et demander quand on veut quelque chose. Ça aussi, on a plutôt tendance à ce que, on fait bien notre travail, on va le remarquer. En fait, non, parce que les gens, ils ont plein d'autres choses à faire. Ils vont pas forcément remarquer quelque chose. Il faut, pour ça, faire sa publicité. Effectivement, si on veut quelque chose, il faut aller chercher, il faut le demander, se rendre visible, savoir que c'est ça qu'on veut et faire ce qu'il faut pour l'avoir. Oui, c'est vrai que je te rejoins pas mal sur cette idée de mettre en exergue ses réussites, même au travail. C'est pas toujours évident pour nous les femmes, mais les hommes savent très bien le faire, donc on peut peut-être s'en imprégner. Exactement. Ils ont beaucoup moins de scrupules et de barrières mentales quelque part pour faire ça, là où nous, on va tout de suite se mettre des barrières. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais nous partager ta meilleure astuce pour rester efficace en termes d'organisation, peut-être en termes de médias et de veille, et surtout nous faire part d'une actualité dans ton quotidien, en fait, sur la partie technique? Oui. Alors, donc il y a plusieurs points dans ta question. Oui. En termes d'astuces, moi, je suis fan de la partie organisation, planification, c'est un peu mon truc. Mais ça ne se limite pas qu'au travail. C'est vraiment une organisation plus globale avec la maison, la famille. J'ai 3 enfants aussi à gérer, donc voilà, ça demande un petit peu d'organisation. Et du coup, mon organisation au travail rentre dans cette organisation plus globale. Je peux pas dissocier les deux si facilement. Je peux pas dire je suis au boulot, j'ai telle organisation, je suis chez moi, j'ai une autre organisation. Il faut vraiment que ce soit fluide et que ce soit que tout s'intègre bien ensemble.
Le télétravail m'a beaucoup aidé pour ça. Clairement, m'a facilité beaucoup de choses en termes d'organisation, de gestion de mon temps. Je sais que je suis plus productive le matin, donc forcément, ça va être plus efficace pour moi de travailler. Je travaille à la maison, de travailler le matin sur des tâches qui me demandent un peu plus de créativité ou de travail plus focalisé sans interruption. Voilà. Par contre, en fin d'après-midi, je suis beaucoup moins efficace. Donc, je fais d'autres types de tâches qui me demandent moins de réflexion. Puis après, il y a toute la partie gestion des enfants, etc. Donc, c'est trouver un équilibre entre tout ça qui est important. En termes de veille, cette fois-ci, je trouve que LinkedIn est un très bon moyen de faire de la veille. Plus on a des personnes dans son réseau qui sont dans le même milieu, donc là, en l'occurrence, sur la partie cyber, plus on va être au courant de ce qui se passe, des personnes qui bougent d'une société à l'autre aussi, ce qui peut être intéressant quand on parle de networking, mais également qui vont republier des choses importantes dans le domaine de la cyber, et après suivre certaines personnes influentes, ou en tout cas qui parlent beaucoup et qui communiquent beaucoup sur ce qui se passe, c'est des choses importantes. Je pense en particulier à Jérôme Billois, à Damien Bancal de Zataz, etc. Puis aussi s'abonner à des newsletters. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de créateurs sur la partie, en tout cas technique, qui communiquent, qui partagent beaucoup d'actualités. Ouais. Et c'est hyper intéressant, alors soit d'avoir une vision plus globale du secteur, soit effectivement d'avoir des choses très techniques et très pointues sur une faille de sécurité, comment l'exploiter, etc. quoi. Et puis d'un point de vue actualité, on parle beaucoup de la partie intelligence artificielle. C'était même un des sujets du dernier FIC qui a eu lieu il y a quelques semaines. Oui. La partie intelligence artificielle est très importante. Nous, chez Splunk aussi, c'est des sujets qu'on aborde de façon systématique avec nos clients parce que tout le monde est intéressé. Et effectivement, on a pas mal de choses pour les accompagner. D'accord. Ouais. Donc, gros sujet. C'est très intéressant. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles ou aux femmes hors conversion en fait qui souhaitent se diriger vers la cybersécurité afin de les attirer vers ces compétences techniques? Alors, croire en ses capacités, ne pas écouter ce qu'on peut... alors, c'est facile à dire, mais ne pas écouter ce que les gens peuvent dire ou la société qui dit, alors, je schématise, mais une femme va plutôt aller sur côté aide-soignante que sur des métiers techniques. J'ai fait le forum des associations, non pas des associations, le forum des métiers au collège pour mon fils qui est au collège. Et donc, dans le forum des associations, il y avait beaucoup de filles en troisième. Aucune n'est venue nous voir, ou quasiment aucune, pour parler des métiers liés à l'Internet. Alors, au sens plus large, mais encore moins sur la partie cyber. Mais elles étaient vraiment très attirées sur la partie sociale. Et quand on va discuter avec elles, elles ne se sentent pas du tout d'y aller. Et c'est même l'effet de groupe qui fait que, comme tout le monde va là, je ne vais pas être toute seule à vouloir faire autre chose. Donc, c'est ça qui m'a vraiment... un peu perturbée quelque part. Alors après, c'est les caractères de chacun, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt eu l'habitude de me débrouiller seule sur ces sujets-là. Et c'est vrai que ne pas se fier au regard de la société, quand on est une femme, c'est important pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Si c'est ça qu'on a envie de faire, il faut y aller et il faut croire en ses compétences. Puis s'y intéresser. Alors complètement, évidemment, s'y intéresser, travailler et faire ce qu'il faut pour y arriver. Et puis surtout, on peut tout concilier. C'est pas parce que on travaille, qu'on fait une carrière dans la cybersécurité, qu'on ne peut pas avoir de famille, qu'on ne peut pas avoir, des amis. Voilà, on peut tout concilier et l'un n'empêche pas l'autre. Mais je suis entièrement d'accord. 3 enfants aussi, travail, l'associatif, donc on peut tout à fait le faire, puis ça reste passionnant quand on aime ce qu'on fait, donc il faut y aller. Donc merci pour ces très bons conseils. Je pense que cette question-là va te parler, mais est-ce que tu évolues dans une équipe masculine et est-ce un frein pour toi? Alors oui, j'évolue dans une équipe masculine. J'ai toujours évolué dans un environnement très masculin.
de par les études dans une école d'ingénieur, effectivement, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Quand j'ai commencé à travailler aussi, dans certaines sociétés, j'étais même la seule femme avant-vente sur toute l'Europe. Et puis, après, il y a eu des personnes d'autres femmes qui sont arrivées. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je me sentais un petit peu seule dans ce que je faisais. Donc oui, j'ai toujours été dans un milieu très professionnel, dans un milieu professionnel très masculin. J'ai aucun problème pour travailler dans une équipe d'hommes. Au contraire, moi j'aime bien. Après, c'est plus côté management où certaines fois, on arrive un petit peu à un plafond de verre où on peut s'entendre dire que c'est déjà très bien que tu sois là et puis demande pas plus en fait. Donc ça, c'est des choses qui sont très désagréables à entendre. Et sous prétexte que on est une femme, que quelque part on fait déjà une place, c'est bien, reste-y, mais on n'a aucune intention de te faire évoluer. Et ça, j'ai rencontré ça avec certains managers. Ouais. D'accord. Bon, ça n'a pas été quand même un frein pour travailler avec des collègues masculins. Non, ça n'a jamais été un frein pour travailler. C'est juste en termes d'aspiration de carrière et d'évolution de carrière, ça peut freiner. D'accord. Et justement, une astuce pour contrer tout ça, qu'est-ce qui a fait ta force en fait pour réussir quand même malgré ces quelques barrages? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est croire en soi et en ses compétences. Ça, c'est hyper important, la confiance en soi, et puis se rendre visible, faire sa pub, se rendre visible, faire en sorte que les gens se souviennent de toi aussi, et parler, communiquer, puis avoir un réseau, quoi. Dans l'entreprise et à l'extérieur. C'est ce que j'allais te demander en parlant des gens, aussi bien au niveau des collègues qu'au niveau client, j'imagine. Exactement. Arriver à faire sa bonne réputation, en tout cas dans le milieu, c'est ça? Oui. Okay. Super. Alors, pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, quel est le meilleur conseil que tu pourrais leur donner à ces auditrices passionnées par la cybersécurité? Un autre très bon conseil que tu aurais? Un autre très beau conseil, alors j'en ai déjà glissé quelques-uns, oui, sur la confiance en soi, sur le fait de se rendre visible et peut-être ne pas avoir peur de demander. Alors, c'est pas forcément lié que à la cyber, mais demander à être sur certaines activités, demander à aller au FIC par exemple, demander à faire des choses qui sortent un petit peu du cadre de notre job description quelque part, mais ne pas hésiter à demander, à prendre des initiatives et à se mettre en valeur. Donc un bon esprit de curiosité. Exactement, être curieux, ne pas avoir peur d'apprendre aussi. Ça, c'est valable tout le temps, quoi. Je te rejoins aussi là-dessus. C'est très important d'être curieux, même dans la cybersécurité, et surtout d'ailleurs, puisque c'est surtout dans la cyber. C'est vrai que c'est bien vu d'avoir des bonnes initiatives et puis de sortir un petit peu de sa zone de confort. Complètement. Un grand merci, Lise, d'avoir accepté de témoigner dans ce second podcast du CEF6. Merci d'avoir pris la parole. Merci de m'avoir reçu. Nous avons besoin de rôle modèles comme toi pour attirer plus de talents féminins vers la partie technique en cyber. Vous avez écouté la seconde cyberhistoire racontée par une femme exceptionnelle, Lise Delage. Retrouvez toutes les informations de l'association CEF6, Cercle Femmes Cybersécurité, sur notre site web, cef6.fr, site des trophées cyberwomanday.com. Rejoignez la communauté engagée du CEF6 en envoyant un mail à contact@cef6.com. On se retrouve très vite pour le second podcast.